Je m'appelle Paige Esner. J'ai 34 ans. Arrête d'être aussi dramatique. La fête de fiançailles de Brooke a 50 invités qui attendent, m'a dit ma mère au téléphone, alors que je faisais une hémorragie, seule, aux urgences à 23 heures. C'était la dernière fois que je parlais à l'un ou l'autre de mes parents. Il y a 8 ans, j'ai perdu mon bébé cette nuit-là, et j'ai perdu ma famille la même nuit. Pas à cause de la fausse couche, mais à cause d'un choix qu'ils ont fait. Un choix que je n'arrive toujours pas à effacer de mes oreilles. Ce que j'ignorais, c'est que quelqu'un dans cette famille n'était jamais vraiment parti. Pendant 8 ans, il était là. Au dernier rang de chaque remise de diplôme, derrière chaque cadeau anonyme, à l'intérieur de chaque enveloppe que je croyais venir d'un fonds de bourse d'études. Je ne le savais simplement pas. Pas jusqu'à ce qu'une petite fille de 6 ans se présente sur le pas de ma porte, la veille de Noël dernier, tenant un album photo fait main. Avant de continuer, si cette histoire résonne en vous, s'il vous plaît, prenez un moment pour liker et vous abonner, mais seulement si vous ressentez une véritable connexion avec elle. Et laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Maintenant, laissez-moi vous ramener à l'hiver 2017, la nuit où tout a volé en éclats. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose d'abord, avant l'hôpital, avant le silence, avant tout ça. J'avais 26 ans, je travaillais de nuit dans un hôpital de comté, à l'extérieur de Hartford. Je venais de finir mon programme d'infirmière, majeure de ma promotion, avec 3 offres d'emploi sur la table. Le jour où j'ai reçu mon insigne d'infirmière, j'ai appelé ma mère. Elle a décroché à la 4e sonnerie. Maman, j'ai réussi. J'ai obtenu mon diplôme. Il y a eu une pause, puis, oh, c'est gentil, chérie. Écoute, tu peux changer ton tour de garde samedi? Brooke a besoin de quelqu'un pour la conduire à son essayage final de robe, et j'ai mon club de lecture. J'ai dit, bien sûr, maman. Je vais m'arranger pour ma garde. C'était le schéma habituel. C'était toujours le schéma habituel. Ma sœur Brooke avait 4 ans de plus, et dans l'univers de ma mère, elle était le soleil. Linda Esner, c'est ma mère, postait les photos de Brooke sur Facebook comme une directrice de campagne. Les fiançailles de Brooke, la nouvelle maison de Brooke, le rendez-vous chez le coiffeur de Brooke. Chaque légende disait la même chose, ma fierté et ma joie. Je ne pense pas être apparu sur sa page une seule fois. Pas une seule. Mon père, Richard, était un homme calme, un comptable qui rentrait à 17h30, dînait à 18h, et disparaissait dans le garage pour écouter le baseball sur une radio portable. Quand ma mère me coupait la parole à table, il me regardait de l'autre côté de la purée de pommes de terre avec cette expression, comme s'il essayait de s'excuser avec ses yeux. Mais il n'ouvrait jamais la bouche, pas une seule fois. J'avais l'habitude de penser qu'être celui qui se tait signifiait être celui qui est fort. Que si je gardais la tête basse et travaillais plus dur, il finirait par me voir. J'avais tort à ce sujet. Cet automne-là, j'ai découvert que j'étais enceinte. 10 semaines. J'ai fait le calcul, assise sur le sol de ma salle de bain à 2 heures du matin, encore en blouse de travail, un test en plastique en équilibre sur mon genou. Le père, son nom n'a pas d'importance pour cette histoire, était parti 3 semaines plus tôt, avait fait ses valises pendant que je faisais une garde double, m'avait envoyé le mot « désolé » par SMS, et avait bloqué mon numéro. Je n'ai même pas eu droit à une conversation. Donc, j'étais là, à 26 ans, seule, enceinte, et j'ai décidé de garder le bébé. Je n'étais pas naïve. Je savais que ce serait dur, mais je savais aussi que je pouvais gérer le « dur ». J'avais géré le « dur » toute ma vie. La première personne que j'ai appelée était ma mère. « Maman, je dois te dire quelque chose. Je suis enceinte. » Silence. Pas le genre chaleureux, le genre calculateur. « Es-tu sûr que c'est le bon moment? Le mariage de Brooke est dans 3 mois, et je ne veux pas que quoi que ce soit lui fasse de l'ombre. » J'ai éloigné le téléphone de mon visage, j'ai fixé le plafond. « Je comprends », ai-je dit. Ma mère n'a pas demandé de combien de temps j'étais enceinte, n'a pas demandé comment je me sentais, n'a pas posé de questions sur le père. Elle a posé des questions sur le calendrier du mariage de Brooke, et puis elle a raccroché. La seule personne qui m'a rappelé cette semaine-là était ma tante Hélène, la jeune sœur de mon père. Elle vivait à 2 villes de là. Elle n'était pas bruyante ou dramatique. Elle a juste dit, « Paige, chérie, félicitations.
Je le pense vraiment. Tu vas être une mère merveilleuse. J'ai pleuré pendant 20 minutes après avoir raccroché. J'aurais dû savoir à ce moment-là. Les signes étaient tous là. Qui se montrait présent et qui ne le faisait pas, mais je continuais d'espérer. Je continuais d'attendre que ma mère rappelle et dise quelque chose de différent. Elle ne l'a jamais fait. À 14 semaines, c'est arrivé. J'étais rentré après une garde de 10 heures, je faisais chauffer de la soupe sur la cuisinière. Puis, un coup de poignard de douleur, bas et aigu, me pliant en deux au-dessus du comptoir. J'ai attrapé mes clés, j'ai conduit moi-même jusqu'aux urgences, et le temps que je trébuche à travers les portes coulissantes, il y avait du sang qui trempait mon pantalon de travail. Rupture de grossesse extra-utérine, chirurgie d'urgence. C'est ce que le médecin m'a dit, d'une voix calme, de la façon dont les médecins sont calmes quand la situation n'est pas calme du tout. Nous devons opérer maintenant, Paige. Y a-t-il quelqu'un que nous pouvons appeler? J'ai appelé ma mère. Il était 23 heures un samedi. Je pouvais entendre de la musique en arrière-plan, des rires, des verres qui s'entrechoquent. Maman, je suis aux urgences. Il m'emmène en chirurgie. J'ai peur. Est-ce que tu peux venir? Elle a soupiré. Vraiment soupiré. Paige, je ne peux pas partir comme ça. Il y a 50 personnes ici. Tu vas t'en sortir. Les médecins savent ce qu'ils font. Ne sois pas dramatique. Puis, je l'ai entendu en arrière-plan. La voix de ma sœur, sèche, agacée. C'est qui? Dis-lui qu'on est occupé. Ma mère a baissé la voix, comme si elle protégeait la fête du désagrément que je représentais. Je t'appellerai demain. D'accord, repose-toi bien. Elle a raccroché. Je suis parti en chirurgie seule. Une infirmière dont je n'oublierai jamais le nom, Karen, une femme que je connaissais à peine, m'a tenu la main pendant qu'il m'endormait. Elle a dit, tu n'es pas seule, ma chérie. Je suis juste là. Une étrangère a dit les mots que ma mère ne voulait pas dire. Je me suis réveillé en salle de réveil. Le bébé était parti. La chambre était vide. Pas de fleurs, pas de famille, personne assis sur la chaise près de la fenêtre. Pas cette nuit-là, pas le lendemain, jamais. 3 jours plus tard, j'étais toujours à l'hôpital quand mon téléphone a sonné. C'était Linda. Elle n'a pas demandé comment s'était passée l'opération. Elle n'a pas demandé si je me remettais bien. Sa première phrase, la toute première chose qu'elle a dite, c'était ceci, j'espère que tu ne vas pas utiliser ça pour faire culpabiliser qui que ce soit. La fête s'est très bien passée, au fait. J'ai tenu le téléphone contre mon oreille et j'ai laissé les mots se déposer. Paige, tu es là. Je suis là, ai-je dit. Et c'était la dernière chose que j'ai dite à ma mère pendant 8 ans. J'ai raccroché, j'ai changé mon numéro de téléphone l'après-midi même. L'hôpital avait une assistante sociale qui m'a aidé. J'ai désactivé mon Facebook, j'ai rempli les papiers de transfert vers une clinique communautaire, à 4 heures au sud, dans une ville où personne ne connaissait mon nom de famille. En 2 semaines, j'étais parti. Ma mère a appelé mon ancien numéro. Rien. Elle a appelé tante Hélène et a hurlé. Ta nièce est égoïste. Elle me punit pour un coup de fil. Un coup de fil. C'est à ça qu'elle réduisait la chose. Un coup de fil. Alors que sa fille faisait une hémorragie sur un brancard, perdait un enfant, et se réveillait face à un plafond qu'elle ne reconnaissait pas et un silence qui l'engloutissait tout entière. Je ne suis pas parti pour punir qui que ce soit. Il faut que vous compreniez que je suis parti parce que rester m'aurait tué. Pas mon corps, mais tout ce qui, à l'intérieur de moi, voulait encore croire que je comptais pour eux. Et si j'étais resté, j'aurais passé le reste de ma vie à tendre la main vers quelqu'un qui n'allait jamais la saisir en retour. Alors, j'ai arrêté de tendre la main. Et cela aurait dû être la fin de l'histoire. Sauf que quelqu'un dans ma famille n'a pas accepté la fin. 2 ans après ma disparition, une lettre est arrivée. Pas un email, pas un SMS, une vraie lettre manuscrite sur du papier à lettres lavande de tante Hélène. Elle avait retrouvé ma nouvelle adresse grâce à un ami commun à l'hôpital où je travaillais avant. J'ai failli la jeter. J'en avais fini avec la famille Esner et tout ce qu'elle contenait. Mais je connaissais Hélène. Elle était la seule à avoir appelé pour dire félicitations. Alors je l'ai ouverte. Le premier paragraphe était chaleureux.
Elle espérait que j'allais bien. Je lui manquais. Elle était fière de moi. Le deuxième paragraphe m'a fait trembler les mains. Ta mère raconte aux gens que tu es parti à cause d'une crise de santé mentale. Elle a écrit une lettre au pasteur Thomas, de l'église Grace Community. Elle lui a dit qu'on t'avait diagnostiqué un trouble grave de la personnalité. Elle a dit que tu étais un danger pour toi-même, et que tu as disparu au milieu de la nuit sans explication. Je l'ai lu 2 fois pour être sûr que je ne l'imaginais pas. Linda ne m'avait pas simplement laissé partir. Elle avait réécrit l'histoire. Elle avait transformé ma survie en sa tragédie. Hélène a écrit que Linda organisait maintenant des dîners de famille mensuels, invitait tous les oncles, tantes, cousins, et à chacun d'eux, elle marquait une pause avant le repas et demandait à tout le monde de baisser la tête pour Paige. Une minute entière de prière pour moi, la fille qui n'avait reçu aucun diagnostic. La fille qui était partie parce que sa mère avait choisi une fête plutôt que sa vie. Tout le monde la croit, a écrit Hélène. Elle est très convaincante. Au bas de la lettre, une ligne de plus, presque une note de bas de page, facile à manquer. Ton père m'a demandé de garder la lettre originale que ta mère a envoyée au pasteur Thomas, juste au cas où. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Pas encore. J'ai continué à avancer. C'est ça que personne ne vous dit quand vous coupez les ponts avec votre famille. Le monde ne s'arrête pas. Votre réveil sonne toujours à 5 heures du matin. Vos patients ont toujours besoin de vous. Le loyer se fiche que vous ayez pleuré sous la douche pendant 40 minutes. Alors, j'ai travaillé. J'ai étudié. J'ai postulé à un programme d'infirmière praticienne à l'université d'État, et j'ai été accepté du premier coup. Pendant 2 ans et demi, j'ai travaillé à temps plein et je suis allé à l'école à temps plein. J'ai bu plus de café que d'eau. J'ai dormi dans la salle de pause entre les gardes. Je n'ai parlé à personne de ma famille, parce qu'il n'y avait rien à dire. Il n'existait pas dans ma nouvelle vie. Le jour où j'ai obtenu mon diplôme, où j'ai traversé cette scène, maîtrise en sciences infirmières, certification d'infirmière praticienne, j'ai regardé le public. Des rangées et des rangées de familles, des mères qui pleuraient, des pères tenant des fleurs, des frères et sœurs agitant des téléphones. Ma rangée était vide. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance, que le diplôme était pour moi, pas pour un public. Et c'était vrai. Mais c'était aussi vrai que j'avais scanné chaque rangée, de l'arrière vers l'avant, cherchant un visage que je reconnaîtrais. Je n'en ai pas trouvé. J'ai souri, j'ai serré la main du doyen, et je me suis dit, c'est suffisant. J'ai trouvé un emploi dans une clinique de santé communautaire, traitant des patients non assurés, dirigeant le programme de santé des femmes. Mes collègues sont devenus mes proches. J'ai acheté un petit appartement, j'ai mis une plante sur le rebord de la fenêtre, j'ai adopté un chat nommé Olive. Chaque Noël, je m'inscrivais pour la garde de nuit, 12 heures. C'était plus facile que de rester assise seule dans mon appartement, à écouter les célébrations des autres à travers les murs. J'ai construit une vie dont je suis fier, mais il y a des nuits, surtout en décembre, où le silence dans mon appartement semble plus bruyant que tout le reste. Ce que j'ignorais, c'est qu'à ma remise de diplôme, quelqu'un était assis au tout dernier rang. Je ne l'apprendrai que 6 ans plus tard. Avance rapide jusqu'à la veille de Noël, cette année passée. J'ai 34 ans. Je vis dans une petite ville du Connecticut où la rue principale a une boulangerie, une quincaillerie, et une église avec une cloche qui sonne toutes les heures. Mon appartement est au 2e étage d'une vieille maison victorienne. Des escaliers qui craquent, des fenêtres mal isolées, mais la lumière du matin est magnifique. Je venais de terminer une garde de 10 heures à la clinique. La saison de la grippe, toutes les chambres pleines. Je suis rentré, j'ai enlevé ma veste, et je me suis versé un verre de vin auquel je pensais depuis midi. Mon sapin de Noël était petit, 1 mètre, de table, préilluminé. J'y avais accroché exactement cette décoration. Olive le chat dormait dessous. La neige tombait dehors. Douce, le genre qui rend tout plus silencieux. Mon téléphone a vibré. Tante Hélène. Joyeux Noël, chérie. J'ai quelque chose à te dire, mais ça doit être en personne. Est-ce que je peux passer ce soir? J'ai fixé le message. Hélène avait respecté mon espace pendant des années. Elle envoyait des cartes d'anniversaire, une lettre occasionnelle. On se parlait au téléphone tous les quelques mois, des conversations courtes et chaleureuses. Elle n'insistait jamais.
Elle ne mentionnait jamais mes parents sauf si je le demandais. Pour qu'elle veuille venir en personne la veille de Noël, quelque chose était différent. Bien sûr, viens quand tu es prête. J'ai mis la bouilloire en marche, j'ai arrangé les coussins, j'ai essayé d'ignorer la boule qui se formait à la base de ma gorge. À 19h, la sonnette a retenti. J'ai marché jusqu'à la porte, j'ai tourné la poignée et j'ai regardé dehors, mais ce n'était pas tante Hélène qui se tenait là. J'ai baissé les yeux et j'ai vu une paire d'yeux marrons que je n'avais jamais rencontrés me fixer. Une petite fille, peut-être 5 ou 6 ans, des cheveux blonds foncés emmêlés par le vent, tenant un livre pressé contre sa poitrine comme si c'était la chose la plus importante au monde. La fille m'a regardé. La neige saupoudrait ses cils. « Est-ce que tu es tante Paige ?» Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas parler. Personne ne m'avait appelé tante depuis 8 ans. Personne dans ma famille ne m'avait appelé par un quelconque nom depuis 8 ans. « Est-ce que tu es tante Paige ?» a-t-elle demandé à nouveau, plus petit cette fois, comme si elle avait peur de s'être trompée de porte. Oui, je suis Paige. Elle a tendu le livre. Papy a dit de te donner ça. Il a dit que tu saurais ce que ça veut dire. Mes mains l'ont pris avant que mon cerveau ne comprenne. C'était lourd, relié en cuir, craquelé au niveau de la tranche, maintenu ensemble par un élastique. Sur la couverture, d'une écriture tremblante, j'ai reconnu instantanément celle de mon père. 3 mots, pour Paige, tout. Derrière la fille, une portière de voiture s'est ouverte. Tante Hélène est sortie, enveloppée dans un manteau de laine, le visage rouge d'avoir pleuré, ou du froid, ou les deux. Elle a monté les marches lentement. Elle paraissait avoir 10 ans de plus que la dernière fois que je l'avais vue. Elle s'appelle Lily, a dit Hélène. C'est la fille de Brooke, ta nièce. L'air a quitté mes poumons. Et avant que tu dises quoi que ce soit, ton père a fait ça. Elle a pointé l'album dans mes mains. Tout ça. Chaque page. Il m'a demandé de l'amener ce soir parce que... La voix d'Hélène s'est brisée. Elle a pressé son poing contre sa bouche, s'est ressaisie. Il ne va pas bien, Paige. Il est à l'hôpital. Son cœur. J'ai regardé Lily. Elle avait le menton de Brooke, les petites oreilles de Brooke, mais son sourire, timide, un peu de travers, attendant une permission. C'était le sourire de Richard, le sourire de mon père, debout sur le pas de ma porte la veille de Noël. Entrez, ai-je dit. Toutes les deux, entrez. Je me suis assise par terre, l'album sur les genoux, et j'ai ouvert la première page. La première photo était floue, prise de trop loin, légèrement de travers, le genre de photo que quelqu'un prend quand il ne veut pas être vu en train de la prendre. Une scène de remise de diplôme, des bannières bleu marine et or, une femme en toge et toque serrant une main à un podium. Moi, ma remise de diplôme d'infirmière praticienne il y a 2 ans. J'ai regardé de plus près. La photo était prise du fond de l'auditorium, le tout dernier rang. Je pouvais voir la courbe des sièges vides autour de la personne qui tenait l'appareil. Mon père avait été là. J'ai tourné la page. Une photo de moi debout devant la clinique, riant avec ma collègue, Maria, café à la main, prise de l'autre côté de la rue à travers une vitre de voiture. Je crois qu'il y avait un léger reflet dans le coin. Page suivante, un reçu de virement bancaire, $200 envoyés mensuellement pendant 48 mois depuis le compte d'Hélène Esner. Mais au crayon, de la main de mon père, une note dans la marge, de la part de papa. Ma gorge s'est serrée. Ces paiements. Je les avais reçus via un bureau d'aide financière. Je pensais qu'ils faisaient partie d'un programme d'aide au remboursement de prêts pour les travailleurs de la santé en milieu rural. J'avais même écrit une lettre de remerciement à l'administrateur du programme. Cet argent, chaque dollar, venait de mon père. J'ai tourné une autre page. Des cartes de Noël, 5 d'entre elles, une pour chaque année, écrites à la main, non signées, non postées. Chacune commençait de la même manière, « Cher Paige, je suis désolé de ne pas être assez courageux pour envoyer ceci. » La dernière photo de cette section, moi à l'extérieur du van de la clinique mobile, donnant un vaccin contre la grippe à une femme âgée. Et au loin, en arrière-plan, à peine visible, debout près d'un camion garé dans un manteau d'hiver, un homme seul, regardant. Mon père. J'ai fermé l'album, j'ai mis ma main sur ma bouche, et j'ai craqué. Hélène s'est assise en face de moi sur le sol. Lily s'était endormie sur le canapé,
recroquevillé autour d'un coussin comme un point d'interrogation. Pourquoi, ai-je dit. Ma voix ne ressemblait pas à la mienne. Pourquoi ne m'a-t-il pas simplement appelé? Hélène a regardé ses mains. Ta mère contrôle tout. Les comptes bancaires, la voiture, le titre de propriété de la maison. Il aurait pu appeler. Elle vérifie son téléphone tous les soirs. Chaque message. Il aurait pu partir. Elle lui a dit que s'il te contactait, elle s'assurerait que Brooke lui coupe l'accès à Lily. Il vit pour cette petite fille, Paige. C'est le seul morceau de sa vie qui a encore de la lumière. J'ai essuyé mon visage avec ma manche. Alors il a choisi le silence. Hélène s'est penchée en avant. Il a choisi la seule rébellion qu'il pouvait. Chaque photo de cet album, prise les jours où il disait à ta mère qu'il allait chez Home Depot. Chaque dollar envoyé depuis mon compte pour que ça n'apparaisse pas sur le relevé. Chaque carte écrite à ma table de cuisine à 6 heures du matin avant que ta mère ne se réveille. J'ai regardé l'enfant endormi sur mon canapé. Ma nièce, une personne qui existait dans le monde et avait mon sang dans ses veines. Et je ne connaissais pas son nom avant il y a 10 minutes. Est-ce que ma mère sait où je vis? Hélène a hésité. J'ai accidentellement mentionné ta ville une fois, il y a 2 ans. Elle a dit. Hélène s'est arrêtée. Dis-le-moi, ai-je dit. Bien. Laisse-la pourrir dans cette petite ville. Au moins, elle n'est pas ici à nous embarrasser. Les mots ont atterri exactement là où ils étaient censés atterrir, mais ils ne m'ont pas brisé. Plus maintenant. J'avais passé 8 ans à me construire une colonne vertébrale pour laquelle ma mère n'avait pas les plans. Hélène, est-ce qu'il y a autre chose dans cet album? Elle m'a regardé, a tourné jusqu'à la dernière page. Je sais que ça devient lourd. Si vous regardez et que cela vous touche de près, si vous vous êtes déjà senti invisible aux yeux des personnes qui étaient censées vous aimer le plus, laissez un commentaire. Je vous vois, Paige. Ou si vous auriez géré cela différemment, dites-moi ce que vous auriez fait. Likez cette vidéo si vous voulez voir ce qui se passe ensuite. Maintenant, la dernière page de cet album. J'ai tourné jusqu'à la dernière page. C'était une photocopie, légèrement granuleuse, comme si quelqu'un avait pressé l'original contre un scanner de bibliothèque, une lettre dactylographiée sur du papier à en-tête de l'église Grace Community, datée d'il y a 6 ans. J'ai reconnu la phraséologie de ma mère avant d'avoir fini la première ligne. Personne d'autre ne parlait comme ça. Les phrases soigneusement manucurées, conçues pour paraître concernées tout en enfonçant un couteau. Cher pasteur Thomas, je vous écris avec le cœur lourd au sujet de ma plus jeune fille, Paige. Comme vous le savez peut-être, elle a quitté notre famille soudainement et sans explication. Ce que je n'ai pas partagé publiquement, c'est que Paige a été diagnostiquée avec un trouble grave de la personnalité. Elle est devenue un danger pour elle-même et a refusé tout traitement. Nous sommes dévastés. Je l'ai lu 2 fois, 3 fois. Rien de tout cela n'était vrai, pas un mot. Je n'avais jamais été diagnostiqué avec quoi que ce soit. Je n'avais jamais refusé de traitement pour quoi que ce soit. J'étais parti parce que ma mère m'avait dit d'arrêter d'être dramatique alors que je perdais mon bébé. Et elle avait mis ça par écrit, l'avait envoyé à un pasteur. L'avait laissé circuler à travers une congrégation de gens qui connaissaient mon nom. Comment papa a-t-il eu ça? Ma voix était plate. Le pasteur Thomas lui en a donné une copie, a dit Hélène doucement. Il a gardé l'original dans son bureau. Il a dit à ton père que ça ne lui semblait pas juste. Qu'une mère qui écrit une lettre pareille, mais qui ne demande jamais une seule fois à l'église de rendre visite à sa fille ou d'offrir de l'aide. Quelque chose ne collait pas. Pourquoi papa n'a-t-il pas utilisé ça plus tôt? Hélène a regardé la fille endormie, puis m'a regardé. Il avait peur de tout perdre. Mais il y a 2 mois, ils ont trouvé un blocage dans son cœur. Il est programmé pour une opération le 26, et il m'a dit, si je ne m'en sors pas, fais au moins savoir à Paige qu'elle n'a jamais été oubliée. Et puis Hélène a dit quelque chose qui a tout changé. Ta mère a organisé le service de la veille de Noël à Grace Community cette année. J'ai regardé Hélène. Elle a quoi? Elle fait un discours ce soir sur le pardon familial. Et Hélène a marqué une pause, choisissant ses mots avec soin. La douleur de perdre un enfant qui a choisi de partir. J'ai failli rire. Failli. Mais le son qui est sorti de ma gorge n'était pas un rire. C'était quelque chose de plus vieux et de plus tranchant.
Elle est en représentation, ai-je dit. Dans une église, la veille de Noël. Elle répète depuis une semaine. Toute la congrégation sera là. 60, peut-être 70 personnes. Les mêmes personnes qui ont reçu cette lettre. Les mêmes personnes qui prient pour toi chaque mois comme si tu étais une sorte de fable moralisatrice. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Dehors, la neige tombait plus fort. Le lampadaire jetait un cône de lumière jaune sur le trottoir. Quelque part au bout de la rue, je pouvais entendre des chanteurs de Noël. J'ai regardé Lily sur le canapé, l'album sur le sol, ouvert à la page avec les cartes de Noël que mon père avait écrites et jamais envoyées. À la photo de lui, debout seul dans la neige devant ma clinique, me regardant à travers une fenêtre comme un homme visitant une tombe. Je ne vais pas là-bas pour la combattre, ai-je dit. Hélène a hoché la tête. Personne ne te demande de te battre. Alors qu'est-ce que tu me demandes? Elle s'est levée, a marché vers moi, a posé sa main sur mon épaule doucement, de la façon dont on touche quelqu'un qui pourrait se briser. Si tu n'y vas pas, sa version de l'histoire est la seule qui survivra. Et ton père, allongé dans ce lit d'hôpital, saura qu'il a passé 8 ans à construire cet album pour rien. J'ai regardé l'album à nouveau. Puis j'ai regardé mon téléphone. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 8 ans. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'il ne décroche. Église Grace Community, ici le pasteur Thomas. Pasteur Thomas, c'est Paige Esner. Une longue pause, pas inconfortable, plus comme la pause d'un homme qui attendait un appel dont il n'était pas sûr qu'il viendrait un jour. Paige. Sa voix s'est adoucie. J'espérais avoir de tes nouvelles. Vraiment? J'attends cet appel depuis 6 ans, pour être honnête. J'ai gardé cette lettre que ta mère a envoyée parce qu'elle ne me semblait pas juste. Une mère qui écrit ça sur sa fille, mais ne me demande jamais une seule fois de te rendre visite. Ne demande jamais à l'église de tendre la main. Ne fournit jamais le nom d'un médecin ou d'un centre de traitement. Elle voulait juste que les gens connaissent sa version. Ma poitrine s'est serrée, pas de douleur, mais de quelque chose qui semblait dangereusement proche d'être cru. Je ne vous demande pas de prendre parti, pasteur. Je ne prends pas parti. Je me tiens du côté de la vérité. Il y a une différence. J'ai pressé mon front contre la vitre froide de la fenêtre. Est-ce que je peux venir au service ce soir? Tu es toujours la bienvenue dans la maison de Dieu, Paige. Tu l'as toujours été. Je n'ai pas élaboré de stratégie. Je n'ai pas planifié d'embuscade. Je veux que vous compreniez cela clairement. Je n'allais pas à cette église pour humilier ma mère ou créer un spectacle. J'y allais parce que pendant 8 ans, une femme s'était tenue à un podium devant des gens avec qui j'avais grandi, et leur avait dit que j'étais brisé. Et j'allais entrer entière, debout, respirant, et laisser ma présence être la réponse. Hélène ramènerait Lily à la maison. Elle ne voulait pas que l'enfant soit là pour ce qui pourrait arriver. J'étais d'accord. J'irai seul. J'ai enfilé mon manteau, le même caban bleu marine que j'avais porté pour aller travailler ce matin-là, sentant encore l'antiseptique et le café, et j'ai conduit jusqu'à l'église Grace Community. Le parking était plein. Je suis resté assise dans ma voiture pendant 3 minutes, moteur éteint, à regarder les gens défiler par les portes avant de Grace Community. Des familles en pull de Noël, des enfants portant des bougies, un couple âgé se tenant la main, des gens normaux vivant des vies normales, inconscients que la femme qui organisait cette soirée avait passé 6 ans à mentir à chacun d'eux au sujet de sa propre fille. Je suis sorti. L'air m'a frappé le visage, vif, propre, en dessous de 0. Ma tenue d'infirmière était toujours sous mon manteau. Je n'avais pas eu le temps de me changer. Je ressemblais à ce que j'étais, une femme qui venait juste de sortir du travail. Je suis entré par l'entrée latérale. Le sanctuaire était chaud. Des bougies bordaient chaque rebord de fenêtre. Un petit orchestre jouait, au Holy Night, près de l'autel. Les bancs étaient bondés. 60, peut-être 70 personnes, exactement comme Hélène l'avait dit. J'ai trouvé une place au dernier rang, le tout dernier banc contre le mur du fond, le même rang où mon père s'était assis à ma remise de diplôme. J'ai gardé la tête basse, j'ai croisé les mains, j'ai essayé de respirer. Devant, au premier rang, elle était là. Ma mère. Linda Esner, 62 ans, cheveux blonds argentés, fraîchement coiffés,
portant un chemisier en soie rouge qui coûtait probablement plus cher que ma facture d'électricité. Elle riait avec la femme à côté d'elle, lui touchant le bras comme elle le faisait toujours quand elle voulait que quelqu'un se sente spécial. À côté d'elle, Brooke, 38 ans, posture rigide, vérifiant son téléphone. Et à côté de Brooke, un homme que je ne reconnaissais pas, grand, cheveux bruns, mâchoire serrée, Derek, le mari de Brooke. Il était assis très immobile, fixant le programme dans ses mains comme s'il lisait quelque chose dans une langue qu'il ne parlait pas. Puis Brooke a levé les yeux, a tourné la tête vers le fond de l'église, et nos regards se sont croisés. La couleur a quitté son visage. Brooke a attrapé le bras de Derek. Je l'ai vu chuchoter quelque chose. Il n'a pas réagi. Elle a chuchoté à nouveau, plus urgemment. Il ne s'est toujours pas retourné. Puis la musique s'est estompée et le pasteur Thomas s'est avancé au podium. Avant de continuer notre programme, a-t-il dit, j'aimerais inviter Linda Essner à partager quelques mots. Linda est un pilier de cette congrégation depuis de nombreuses années, et elle a préparé quelque chose de spécial pour nous ce soir. Applaudissements. Des applaudissements chaleureux, sincères, confiants, de la part de gens qui apportaient des plats cuisinés chez Linda et croyaient chaque mot qu'elle leur avait jamais dit. Ma mère s'est levée, a lissé son chemisier, a marché jusqu'au podium avec la grâce exercée d'une femme qui avait répété cela devant un miroir. Merci, pasteur. Elle a souri, ce large sourire tremblant qu'elle utilisait quand elle voulait que les gens voient le courage à travers la douleur. Noël, c'est la famille, le pardon, le fait de ne jamais abandonner les gens qu'on aime. Elle a marqué une pause, a regardé le public. Ses yeux brillaient. Certains d'entre vous savent que ma plus jeune fille est partie depuis de nombreuses années. Sa voix s'est brisée, parfaitement chronométrée. Il ne se passe pas un jour sans que je prie pour qu'elle revienne à la maison. J'ai laissé la porte ouverte. Je n'ai jamais cessé de tendre la main, mais parfois. Elle a pressé sa main sur sa poitrine. Parfois, les gens qu'on aime choisissent de s'éloigner, et tout ce qu'on peut faire, c'est attendre. Une femme au 3e rang a essuyé ses yeux. Un homme âgé a secoué la tête avec sympathie. Quelqu'un a murmuré, « Nous prions avec toi, Linda. » J'étais assise au dernier rang et j'écoutais ma mère décrire un monde qui n'existait pas. Un monde où elle avait tendu la main, où elle avait laissé la porte ouverte, où elle avait fait quoi que ce soit d'autre que de raccrocher le téléphone pendant que sa fille saignait. Ma main s'est resserrée autour de la lanière de mon sac. Brooke fixait le sol. Linda a fini sous les applaudissements. Elle a tamponné ses yeux avec un mouchoir. Elle en avait apporté un, plié à l'avance, caché dans sa manche. Même les larmes étaient mises en scène. Elle est descendue du podium et le pasteur Thomas l'a remerciée. Les gens tendaient la main pour toucher son bras alors qu'elle retournait à son siège. Elle a accepté chacun d'eux comme une communion. Puis elle s'est tournée vers le fond de l'église. Peut-être qu'elle l'a senti. Peut-être que le regard de quelqu'un avait changé de direction. Peut-être que l'air avait changé. Elle m'a vu. Son sourire s'est figé. Pas estompé. Figé comme une image arrêtée en pleine projection. Son pied droit s'est arrêté dans l'allée. Sa main, encore levée pour accepter la sympathie de quelqu'un, est restée suspendue en l'air. 3 secondes, c'est le temps que ça a duré. 3 secondes du vrai visage de ma mère, celui sous la performance. Puis le masque a glissé à nouveau en place. Oh mon Dieu! Sa voix a porté à travers le sanctuaire. Elle a pressé ses 2 mains sur sa bouche. Paige, est-ce que c'est toi? Elle a commencé à marcher vers moi, les bras grands ouverts, les larmes coulant déjà. Mon bébé est rentré à la maison pour la veille de Noël. Mon bébé est rentré. Les gens ont halté. Quelques-uns ont applaudi. Une femme âgée a joint ses mains comme si elle assistait à un miracle. Linda avançait dans l'allée avec ses bras grands ouverts, sanglotant, jouant la réunion qu'elle avait répétée pour un public qu'elle avait déjà conditionné. Je me suis levé. Je n'ai pas fait un pas en avant. Je n'ai pas fait un pas en arrière. Bonjour, maman. Elle m'a rejointe, a enroulé ses bras autour de moi, m'a serré fort. Je ne l'ai pas serré en retour. Mes bras sont restés le long de mon corps. Elle a pressé sa bouche contre mon oreille, sa voix tombant dans un murmure que personne d'autre ne pouvait entendre. Chaque once de chaleur a disparu. Ne t'avise pas de faire une scène. Souris maintenant. Elle l'a dit comme un ordre.
La même voix qu'elle avait utilisée toute ma vie. Mais cette fois, je n'ai pas obéi. J'ai reculé. Un pas, juste assez pour briser son étreinte. Je ne suis pas venu ici pour une réunion, maman. Ma voix n'était pas forte. Elle n'était pas en colère. C'était la voix que j'utilise quand je dis à un patient quelque chose qu'il ne veut pas entendre. Stable, claire, assez gentille pour être décente, assez ferme pour être sans équivoque. Les yeux de Linda ont vacillé. Elle a jeté un coup d'œil latéral à la congrégation, a calculé, puis a souri plus largement. Paige, chérie, on peut parler de ça à la maison, pas ici. Tu as choisi ici pour raconter ton histoire. Je pense qu'ici, c'est juste. Quelqu'un au troisième rang a bougé sur son siège. Les murmures ont commencé, bas, incertains, comme les premières gouttes de pluie avant un orage dont on n'est pas sûr qu'il arrive. Linda s'est tournée vers Brooke. Un regard rapide, tranchant, le genre qui disait « gère ça ». Brooke s'est levée. Elle a marché vers nous avec la posture prudente d'une femme qui avait appris du maître. Paige, ce n'est ni le moment ni l'endroit. Maman a été dévastée. L'a-t-elle été, ai-je dit. Où a-t-elle répété? Brooke a cligné des yeux, a ouvert la bouche, l'a refermée. Les murmures sont devenus plus forts, les têtes se tournaient. Les gens qui cherchaient leur livre de cantiques regardaient maintenant l'allée. Linda s'est redressée. Son menton s'est levé. Sa voix est montée, pas jusqu'au cri, mais au volume précis nécessaire pour atteindre chaque oreille dans la pièce. Vous voyez, c'est de ça que je parlais. Elle vient ici pour m'attaquer dans la maison de Dieu, la veille de Noël. Elle a regardé la congrégation, paumes ouvertes, yeux écarquillés. La mère lésée, l'éternelle victime. Vous avez tous vu. Je lui ai ouvert les bras. Quelques personnes ont hoché la tête, mais pas toutes. Certains me regardaient maintenant, regardaient et attendaient. C'est à ce moment-là que j'ai plongé la main dans mon sac. Ok, pause. J'ai besoin de vous demander quelque chose. Qu'auriez-vous fait à ce moment précis? Seriez-vous parti en laissant Linda garder son histoire pour toujours? Ou seriez-vous resté pour laisser la vérité parler? Commenter, partir, ou rester? Je veux savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment, parce que ce qui se passe ensuite est la partie que j'ai attendu 8 ans pour raconter. Maintenant, retour à l'église. J'ai sorti l'album, je l'ai posé sur le dossier du banc devant moi. Je ne l'ai pas levé en l'air. Je ne l'ai pas claqué. Je l'ai juste tenu, relié en cuir, craquelé au niveau de la tranche, avec l'écriture de mon père sur la couverture. Je ne suis pas venu pour t'attaquer, maman. J'ai gardé ma voix égale, conversationnelle, comme si je lui parlais de la météo. Je suis venu parce que papa me l'a demandé. Le visage de Linda a changé. Quelque chose derrière ses yeux a recalculé. Ton père? De quoi parles-tu? Savais-tu qu'il était à ma remise de diplôme? Au dernier rang, juste à peu près là où je me tiens maintenant. J'ai ouvert l'album à la première page et je l'ai tourné pour que les gens les plus proches de moi puissent voir la photo granuleuse de l'auditorium, les sièges vides, la silhouette solitaire tenant un téléphone appareil photo. Savais-tu qu'il envoyait de l'argent chaque mois pour que je puisse finir l'école? Savais-tu qu'il m'écrivait une carte de Noël chaque année, et ne les postait jamais parce qu'il avait peur de toi? Silence. Pas le silence confortable d'une église au repos. Le silence lourd, sans air, d'une pièce remplie de gens réalisant qu'on leur a peut-être menti. C'est ridicule, a dit Linda. Sa voix était toujours contrôlée, mais sa mâchoire était serrée. Ton père est tout à fait d'accord avec moi. Il l'a toujours été. Papa est à l'hôpital en ce moment. Opération du cœur le 26. J'ai fermé l'album doucement. Il a fait cet album, chaque photo, chaque reçu, chaque carte non envoyée. Parce qu'il ne savait pas s'il aurait une autre chance de me dire la vérité. Un murmure a parcouru les bancs. La femme qui avait essuyé ses larmes pendant le discours de Linda fixait maintenant ma mère avec une expression totalement différente. Personne n'applaudissait plus. J'ai ouvert l'album à la dernière page, je l'ai tenu fermement. C'est une lettre que tu as écrite, maman, il y a 6 ans, au pasteur Thomas. Linda a pâli, pas rosi, pas rougi, blanchi. Le genre de blancheur qui commence aux lèvres et s'étend vers l'extérieur.
Je l'ai lu à voix haute. Je n'ai pas crié. Je l'ai lu comme je lis des résultats d'analyse à des patients. Clairement, sans drame, parce que les faits n'ont pas besoin de volume. Tu as dit au pasteur Thomas qu'on m'avait diagnostiqué un trouble grave de la personnalité. Tu as dit que j'étais un danger pour moi-même. Tu as dit que j'étais parti au milieu de la nuit sans explication. J'ai baissé l'album, je l'ai regardé. Rien de tout cela n'est vrai. Je suis parti parce que tu m'as dit d'arrêter d'être dramatique alors que je perdais mon bébé dans une salle d'urgence. Et ensuite, tu as raccroché. 60 personnes l'ont entendu. Le halètement n'était pas dramatique. C'était petit et dispersé. Le son d'une douzaine de personnes inspirant en même temps, un son comme le vent attrapant une porte. Une femme plus âgée au 4e rang a pressé sa main sur sa bouche. Un homme près de l'allée a secoué la tête lentement. Le pasteur Thomas s'est levé. Il ne s'est pas précipité. Il a marché jusqu'au centre de l'allée avec le calme mesuré d'un homme qui portait un poids depuis 6 ans et qui était enfin autorisé à le déposer. « Je peux confirmer que j'ai reçu cette lettre », a-t-il dit. J'ai gardé l'original parce que quelque chose à son sujet ne me semblait pas juste. Je l'ai dans mon bureau. Linda s'est retournée vers lui. « Thomas, comment oses-tu ? Je ne prends le parti de personne, Linda. Je confirme un fait. » Brooke a bondi sur ses pieds. « Paige, tu es manipulatrice. Maman essayait juste de protéger notre famille. » Et puis une voix que personne n'attendait à parler depuis le premier rang. « Derek, assis-toi, Brooke. » Toutes les têtes se sont tournées. Derek s'est levé lentement. Il était grand. Et dans cette petite église, il semblait occuper toute l'allée. Ses mains étaient le long de son corps. Sa voix était stable, mais il y avait un tremblement dedans. Le genre qui ne vient pas de la faiblesse, mais d'un homme disant quelque chose qu'il a gardé à l'intérieur trop longtemps. J'ai besoin de dire quelque chose que je sais depuis 2 ans. Le visage de Brooke s'est effondré. Derek, non. Il ne l'a pas regardé. Il m'a regardé. Brooke m'a dit lors d'une dispute, elle a dit qu'elle avait entendu ton appel téléphonique cette nuit-là, la nuit où tu étais aux urgences. Elle t'a entendu demander à ta mère de venir. Il a fait une pause, a avalé sa salive. Et elle a dit à Linda de ne pas y aller. Elle a dit, n'y va pas. Les invités sont sur le point d'arriver. L'église est devenue si silencieuse que je pouvais entendre les bougies siffler sur leurs mèches. J'ai une fille, a continué Derek. Lily. Elle a 6 ans, et je pense au genre de monde dans lequel je lui apprends à vivre si je garde ça sous silence. Brooke a attrapé son bras. Derek, la ferme. Non. Linda s'est avancée, sa voix se brisant ouvertement maintenant, le masque glissant complètement. C'est de la calomnie. Vous m'attaquez tous. Maman, ai-je dit, de la façon dont on le dirait pour empêcher un enfant de courir dans la circulation. Pas en colère, juste clair. Je ne suis pas venu ici pour t'attaquer. Je suis venu ici parce que pendant 8 ans, tu as dit à tout le monde que j'étais brisé. J'ai fait une pause, laissé le silence s'installer. Je me tiens ici devant tout le monde pour qu'ils puissent voir par eux-mêmes que je ne le suis pas. Personne n'a parlé. Pas Linda, pas Brooke, pas une seule personne dans cette église. La lèvre de ma mère a tremblé et je l'ai vue chercher la seule arme qui lui restait. Puis ma mère a fait la seule chose à laquelle je ne m'attendais pas. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a pas pleuré. Elle n'est pas tombée à genoux pour implorer le pardon. Cela aurait nécessité qu'elle admette qu'elle avait tort. Et Linda Essner, en 62 ans de vie, n'avait jamais admis une seule fois qu'elle avait tort. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers la congrégation lentement, délibérément, et elle a dit, « Vous allez tous la croire, elle. » Sa voix était de glace. Après tout ce que j'ai fait pour cette église. J'ai organisé les ventes de gâteaux. J'ai dirigé la collecte de Noël. J'étais ici chaque dimanche alors qu'elle. Elle a pointé un doigt dans ma direction sans me regarder, point était parti faire Dieu sait quoi dans une ville dont personne n'a entendu parler. Personne n'a répondu. Bien. Elle a lissé son chemisier, levé le menton. Bien, si c'est comme ça. Elle s'est tournée vers le premier banc. Brooke, on part. Brooke n'a pas bougé. Pour la première fois en 38 ans, Brooke Essner Caldwell ne s'est pas levé quand sa mère lui a dit de se lever.
Elle est restée assise, les mains sur les genoux et les yeux fixés au sol, et elle n'a pas bougé. Linda a regardé autour de la pièce, les visages qu'elle avait cultivés pendant des années, les femmes avec qui elle avait organisé des repas partage, les hommes à côté de qui elle s'était assise lors de collectes de fonds. Pas un seul d'entre eux ne s'est levé pour partir avec elle. Elle a remonté l'allée seule, ses talons claquant contre le sol en pierre. À la porte, elle s'est arrêtée, s'est tournée, m'a regardé une dernière fois. Tu as toujours été ingrate. Joyeux Noël, maman, ai-je dit. Elle a poussé la lourde porte en bois. Une rafale d'air de décembre s'est engouffrée, froide, vive et propre. La neige a tourbillonné à travers le seuil, et puis la porte s'est refermée derrière elle, et elle était partie. Les bougies sur les rebords de fenêtres ont vacillé à cause du courant d'air, puis se sont stabilisées, puis ont brûlé immobiles. Pendant un moment, personne n'a bougé. Puis le pasteur Thomas a marché vers moi, pas rapidement, avec la chaleur non pressée d'un homme qui avait été un berger pendant 30 ans et savait que parfois, la chose la plus importante est simplement d'être présent. Bienvenue à la maison, Paige, a-t-il dit, et il m'a serré la main. Derrière lui, une femme s'est levée du 5e banc. Ruth Adler, 81 ans. Je me souvenais d'elle depuis mon enfance. Elle avait l'habitude d'apporter des barres au citron à chaque pique-nique de l'église et appelait tous les enfants au mon sucre. Elle a marché droit vers moi et a mis ses bras autour de mes épaules. Je suis tellement désolé, chérie. Nous l'avons cru. Nous n'aurions pas dû. Je l'ai serré en retour. Vous avez cru ce qu'on vous a dit. Ce n'est pas votre faute. D'autres ont suivi, un par un. Pas tout le monde. Certains sont restés à leur place, incertains, coincés entre l'histoire qu'ils avaient crue pendant des années et celle qui se tenait devant eux. Je ne les blâmais pas. La croyance est une chose lourde à réorganiser en une seule soirée. Mais assez de gens sont venus, assez pour remplir le silence que ma mère avait laissé derrière elle. Quand la foule s'est éclaircie, j'ai regardé le premier banc. Brooke était toujours assise là. Derek était à côté d'elle, ne la touchant pas, ne la réconfortant pas, juste assis. J'ai marché vers eux, je me suis tenu devant ma sœur. Elle a levé les yeux. Son mascara avait coulé. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs. Je ne vais pas prétendre que je suis d'accord avec ce que tu as fait, ai-je dit. Mais je ne vais pas te détester non plus. Pas ce soir. Brooke a ouvert la bouche. Son menton s'est plissé. Sa voix est sortie comme quelque chose pressé à travers une fissure. Je suis désolé. Le dire, c'est la partie facile, lui ai-je dit. Puis je me suis tourné et j'ai marché vers la sortie latérale de l'église, dans le froid, vers ma voiture. J'avais un endroit où aller. L'hôpital était à 40 minutes. J'ai conduit à travers des rues vides avec la radio éteinte. Les essuie-glaces battaient un rythme contre la neige. Régulier, patient, implacable. Le même rythme que mon père avait gardé pendant 8 ans. Je suis arrivé au centre médical du comté de Hartford à 22h15, la veille de Noël. Le parking était presque vide. Le hall sentait le nettoyant pour sol et le pain artificiel. Une infirmière au bureau m'a reconnu. J'avais fait une rotation ici il y a des années. Chambre 412, a-t-elle dit. Il a été réveillé toute la nuit. Je pense qu'il attend quelqu'un. J'ai pris l'ascenseur, j'ai marché dans le couloir, je me suis tenu devant la chambre 412, et j'ai regardé à travers la vitre. Richard Esner, 66 ans, allongé dans un lit d'hôpital avec une perfusion dans le bras et un moniteur cardiaque bipant doucement à côté de lui. Ses cheveux étaient plus fins que dans mes souvenirs. Son visage était gris, mais ses yeux, ouverts, alertes, fixés sur la porte. C'étaient les mêmes yeux qui m'avaient regardé à travers les tables de dîner pendant 26 ans, essayant de s'excuser sans mots. J'ai poussé la porte, je suis entré, nous nous sommes regardés. Pour la première fois en 8 ans, mon père et moi étions dans la même pièce. Pas de distance, pas de zoom de caméra, pas d'album relié par un élastique entre nous. J'ai posé l'album sur le bord de son lit. J'ai reçu ton cadeau, papa. Son visage s'est chiffonné. Pas dramatiquement. Lentement, de la façon dont un barrage cède quand l'eau a pressé contre lui pendant si longtemps qu'il n'explose pas. Il cède simplement. J'aurais dû être plus courageux, Paige. Chaque jour. J'aurais dû être plus courageux. J'ai pris sa main.
Elle était fine et chaude. Tu étais là, ai-je dit. Dans chaque dernier rang, dans chaque enveloppe, tu étais là. Il a pleuré. Je n'avais jamais vu mon père pleurer avant, pas une seule fois dans toute ma vie. Je ne suis pas prête à tout pardonner, lui ai-je dit. Mais je suis là, et je ne pars pas. C'est suffisant, a-t-il dit. C'est plus que suffisant. Nous sommes restés assis ensemble pendant un long moment. Le moniteur cardiaque bipait. La neige frappait la fenêtre en petits tics doux. Quelque part au bout du couloir, une infirmière fredonnait, douce nuit. Finalement, Richard a parlé à nouveau, calmement, comme un homme partageant un secret qu'il répétait depuis des mois. Je dois te dire autre chose. J'ai serré sa main. D'accord. Il y a 6 mois, j'ai contacté un avocat par l'intermédiaire d'Hélène. Ta mère ne sait pas. J'ai attendu. J'ai demandé la séparation légale le mois dernier. Ma moitié de nos biens, les économies, ma pension, les investissements. J'ai mis en place un trust pour toi et pour Lily. Je l'ai fixé. Papa, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question qu'elle ne puisse plus tenir ça au-dessus de la tête de qui que ce soit. Pas toi, pas Hélène, pas cette petite fille. Il a regardé le plafond. Ta tante Hélène a ma procuration si quelque chose arrive pendant l'opération. Elle s'occupera de tout. Je ne savais pas quoi dire. Cet homme calme, cet homme qui avait passé 40 ans à hocher la tête silencieusement à table pendant que sa femme contrôlait le thermostat, le budget, la liste des invités, le récit. Avait passé 6 mois à démanteler la cage de l'intérieur. Papa, c'est énorme. Il a presque souri. C'est en retard de 8 ans. Je n'ai pas célébré. Ce n'était pas une victoire. C'était un homme de 66 ans allongé dans un lit d'hôpital la veille d'une opération cardiaque, choisissant enfin d'arrêter d'avoir peur. Il y avait du chagrin là-dedans. Il y avait de la perte là-dedans. Il y avait les décombres d'un mariage de 40 ans qui avait été maintenu non pas par l'amour, mais par le contrôle. Ce n'est pas une vengeance, papa, ai-je dit doucement. C'est juste. Enfin. Il a hoché la tête, fermé les yeux. Sa prise sur ma main s'est relâchée, sans lâcher prise, juste en se reposant. Je suis resté jusqu'à ce qu'il s'endorme. La semaine après Noël, les choses ont bougé rapidement. Je ne dis pas ça avec satisfaction. Je vous raconte ce qui s'est passé parce que vous méritez de savoir que les actions ont des conséquences. Même quand vous avez passé des décennies à croire que vous y êtes immunisé. Le conseil de l'église s'est réuni le 28 décembre. Ruth Adler, la même femme qui m'avait serré dans ses bras dans l'allée, siégeait à ce conseil. Tout comme 3 autres personnes qui avaient été dans le sanctuaire la veille de Noël. Ils n'ont pas voté pour expulser Linda. Ils ne l'ont pas bannie. Ils lui ont simplement, calmement, et à l'unanimité, demandé de prendre du recul par rapport à ses responsabilités organisationnelles pour un avenir prévisible. Ruth a dit à Hélène, nous pensons que c'est mieux pour tout le monde. Linda a appelé chaque oncle, tante et cousin de la famille Esner. Elle avait un nouveau script prêt. Paige m'a tendu une embuscade devant toute l'église. Elle a planifié ça pour m'humilier. Mais cette fois, le script n'a pas atterri comme il le faisait d'habitude. Hélène avait déjà envoyé des photos des pages de l'album à la famille élargie. Les cartes manuscrites de Richard, les reçus bancaires, la photocopie de la lettre. Pour la première fois en 8 ans, la version de l'histoire de Linda avait de la concurrence. Tout le monde ne m'a pas cru. Je veux être honnête à ce sujet. Certains membres de la famille se sont encore rangés du côté de Linda. L'habitude est une chose puissante. Mais assez d'entre eux ont appelé Hélène avec la même question, est-ce que c'est vrai? A-t-elle vraiment écrit cette lettre? La réponse était toujours la même. Oui. Et l'original était dans le bureau d'un pasteur. Derek m'a envoyé un SMS le jour de l'an. Court, direct. Laisse-lui du temps, mais je veux que Lily connaisse sa tante. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai répondu, j'aimerais ça. Linda était seule dans la maison de Maple Drive. Personne ne l'avait enfermée dehors. Personne n'avait besoin de le faire. Les portes étaient ouvertes. Les pièces étaient juste vides. 26 décembre, 6h30 du matin. J'étais assise dans la salle d'attente chirurgicale du centre médical du comté de Hartford avec un gobelet de café en papier que je n'avais pas touché.
Hélène était assise à côté de moi, tricotant quelque chose. Une écharpe, je crois, les aiguilles cliquetant doucement. Elle avait toujours besoin d'avoir les mains occupées quand elle avait peur. Je portais ma tenue d'infirmière, non pas parce que je travaillais, mais parce que c'étaient les seuls vêtements qui me semblaient appropriés. J'avais passé 10 ans dans ces vêtements, debout de l'autre côté des portes de salle d'opération, disant aux familles de respirer, d'attendre, de faire confiance à l'équipe. Maintenant, j'étais la famille. Maintenant, j'étais celle à qui on disait de respirer. L'opération était prévue pour 4 heures. Pontage aorto-coronarien. Le chirurgien, le docteur Reeves, avait expliqué les risques la veille au soir, et j'avais hoché la tête, comprenant chaque mot clinique et ne ressentant aucun calme clinique. Première heure, Hélène tricotait. Deuxième heure, je faisais les 100 pas. Troisième heure. Je me suis assise et j'ai fixé les traces d'usure sur le sol, et j'ai pensé à toutes les années que j'avais manquées. Les dîners d'anniversaire auxquels je n'avais jamais été invité. Les appels téléphoniques du dimanche qui ne venaient jamais. Un père qui conduisait 4 heures pour s'asseoir au dernier rang d'un auditorium et conduisait ensuite 4 heures pour rentrer chez lui sans dire un mot. 3e heure et 47 minutes. Le docteur Reeves a franchi les doubles portes, le masque autour du menton. L'opération s'est bien passée. Il est fort. Il sera en salle de réveil dans l'heure. Hélène a laissé tomber une maille. Elle s'en fichait. Elle a attrapé mon bras et a ri de la façon dont les gens rient quand ils ont retenu leur souffle trop longtemps. J'ai pleuré. Et pour la première fois en 8 ans, je n'ai pas pleuré seul. Quand Richard a ouvert les yeux en salle de réveil, j'étais là, assise sur la chaise près de la fenêtre, la chaise qui avait été vide la dernière fois que je m'étais réveillé d'une opération. Il m'a vu, a souri. Tu es toujours là. Je suis toujours là, papa. Une semaine plus tard, j'ai conduit jusqu'à la maison de tante Hélène pour récupérer un plat qu'elle avait préparé pour le retour de Richard. C'est ce qu'elle m'a dit en tout cas. Je pense qu'elle voulait juste que je sois dans la même pièce que Lily à nouveau. La fille était assise à la table de cuisine d'Hélène en train de colorier. Elle a levé les yeux quand je suis entré et tout son visage a changé. Pas de l'excitation exactement, mais de la reconnaissance, comme si elle attendait. Salut, tante Paige. Salut, Lily. Elle est retournée à son coloriage. Je me suis assise en face d'elle et je l'ai regardée travailler, la langue entre les dents, le crayon serré fort, complètement absorbé. Après quelques minutes, elle a plié son papier en deux, a pressé le pli avec sa paume, et l'a fait glisser sur la table vers moi. Je l'ai ouvert. 2 silhouettes dessinées au crayon. Une grande, une petite, se tenant la main. La grande avait des cheveux bruns et une veste bleue. Mon caban, ai-je réalisé. La petite avait des cheveux jaunes et un nœud rouge. En dessous, dans les lettres prudentes et surdimensionnées d'un enfant apprenant à écrire, tante page plus moi. Ma gorge s'est serrée. Lily, est-ce que papy t'a parlé de moi? Elle a hoché la tête. De manière factuelle, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Papy me montre ta photo tous les soirs avant de dormir. Il dit que tu es la personne la plus courageuse qu'il connaisse. J'ai regardé le dessin. Puis j'ai regardé Hélène, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, essuyant ses yeux avec un torchon. 8 ans. J'avais passé 8 ans à croire que j'avais été effacé. Que je n'existais nulle part dans la mémoire de ma famille. Que j'avais été rayé de l'histoire si complètement que personne ne se souvenait même qu'il y avait une histoire à raconter. Mais dans la chambre d'une petite fille de 6 ans, une fille que je n'avais jamais rencontrée, il y avait une photo de moi sur le mur. Je n'ai jamais été vraiment seul. Je ne le savais simplement pas encore. Les gens me posent cette question. Vous connaissez celle-là? Chaque fois que je raconte cette histoire, quelqu'un demande « As-tu pardonné à ta mère ?» Voici ma réponse, et j'ai besoin que vous preniez le temps d'y réfléchir, car ce n'est pas la fin bien ficelée avec un joli ruban que les gens veulent. Le pardon n'est pas un cadeau que l'on offre à quelqu'un qui nous a blessés. C'est une décision que l'on prend pour que la blessure cesse d'occuper notre esprit gratuitement. Et je n'en suis pas encore là. Je ne le serai peut-être jamais. Et c'est ok. Je n'ai pas parlé à Linda depuis la veille de Noël. Elle n'a pas appelé. Elle n'a pas écrit. Elle ne s'est pas présentée à ma porte avec des excuses, ou un plat cuisiné, ou un verset biblique sur les filles prodigues.
Le silence entre nous ressemblait autrefois à une blessure. Maintenant, il ressemble à un mur que j'ai construit exprès. Et je ne vais pas le démolir tant que quelqu'un ne me donnera pas une raison de le faire. Avec Brooke, je suis ouverte, mais ouverte à des conditions. J'ai dit à Hélène de faire passer un message, je parlerai à ta nièce quand elle sera prête à être honnête. Pas avant. Je n'ai pas besoin de ses excuses. J'ai besoin qu'elle change. Pas de réponse pour l'instant. Peut-être qu'il n'y en aura pas. Peut-être qu'il y en aura une. Je peux vivre avec les deux. Avec mon père, nous construisons lentement. Un appel par semaine, une visite par mois. Il vient à mon appartement et je lui fais de la soupe, et il s'assoit sur mon canapé et me regarde travailler sur les dossiers des patients, et ne dit pas grand-chose. Parfois, il s'endort. Parfois, on parle. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas réparé, mais c'est réel. Et le réel, c'est plus que ce que j'ai eu depuis très longtemps. J'ai décidé quelque chose cette nuit-là dans l'église, quelque chose que je porte avec moi chaque jour maintenant. Les liens du sang ne l'emportent pas sur le comportement. Je décide qui a accès à ma vie. Je décide qui mérite la chaise à ma table, et je l'adresse pour moi en premier. Ce Noël a été différent. Je ne me suis pas inscrite pour la garde de nuit. Pour la première fois en 8 ans, je n'étais pas à la clinique le 25 décembre. J'étais chez moi. Mon appartement a toujours les escaliers qui craquent et les fenêtres mal isolées. Mais la table, la petite table de cuisine où j'avais l'habitude de manger des céréales seule à 7 heures du matin, avait 3 chaises supplémentaires tirées autour d'elle. Richard était assis sur le canapé. Il est plus mince maintenant et plus lent, mais il a bonne mine. Et son médecin dit que le pontage tient bon. Il aidait Lily à accrocher un flocon de neige en papier sur le sapin, mon sapin, qui cette année faisait 1,50 m de haut et avait plus de décoration que de branches. Hélène était dans la cuisine à faire ce qu'Hélène fait toujours, nourrir les gens. Tout l'appartement sentait l'ail et le romarin, et quelque chose au chocolat qui refroidissait sur le comptoir. Derek avait amené Lily ce matin-là. Lui et Brooke sont séparés maintenant. Ce n'est pas mon histoire à raconter, et je ne prétendrai pas connaître toutes les raisons. Mais il s'est tenu dans mon entrée, m'a tendu un sac d'affaires de Lily, et a dit « Merci de la laisser être ici ». J'ai dit « Merci de l'avoir amenée ». Brooke a envoyé une carte, 2 mots à l'intérieur. Je suis désolé. Je ne sais pas si c'est un début ou une fin. Je ne sais pas si elle le pense de la façon dont ça a besoin d'être pensé, mais j'ai mis la carte sur le rebord de ma fenêtre, à côté d'une photo de mon père à ma remise de diplôme, imprimée depuis l'album, encadrée dans un cadre à 5 $ de la pharmacie. Lily était assise par terre en train de dessiner. Elle dessine constamment maintenant. Chaque image a 2 personnes se tenant la main. J'ai regardé autour de la pièce, petite, chaude, imparfaite, pleine. Le Noël dernier, une petite fille a frappé à ma porte en tenant un livre. Ce Noël, elle est assise sur le sol de mon salon à dessiner des images de nous deux. Certaines histoires n'ont pas de fin bien nette, mais celle-ci a un début. Et c'est suffisant. Si vous êtes toujours là, et j'espère que vous l'êtes, je veux dire quelque chose directement à vous. Pas en tant que personnage dans une histoire, en tant que personne. Si vous avez reconnu quoi que ce soit de tout cela, le favoritisme, la manipulation psychologique, la façon dont un parent peut sourire à la galerie tout en vous détruisant derrière des portes closes, je veux que vous sachiez quelque chose. Partir n'est pas abandonner. Partir est parfois la chose la plus courageuse que vous ferez jamais. Je le sais parce que je l'ai fait à 26 ans, seul dans une blouse d'hôpital, et ça m'a sauvé la vie. Et s'il y a quelqu'un qui vous a aimé depuis le dernier rang, quelqu'un que vous ne saviez pas être là, ne soyez pas trop fiers pour le laisser entrer quand il fait enfin un pas en avant. Mon père n'est pas parfait. Il a été silencieux quand il aurait dû être bruyant. Il a été prudent quand il aurait dû être téméraire. Mais il s'est montré présent de toutes les manières qu'il pouvait, et quand ça comptait le plus, il s'est assuré que je le sache. Vous méritez une place à votre propre table. Pas le dernier rang. Pas la chaise qui reste. Pas le siège pliant qu'ils sortent du garage quand ils ont déjà mis les couverts pour tout le monde. Le siège que vous avez construit. Le siège que vous avez gagné. Le siège que vous avez dressé pour vous-même. Je m'appelle Paige Essner. J'ai 34 ans. Je suis infirmière praticienne. J'ai un chat nommé Olive, un appartement avec des fenêtres mal isolées,
et une nièce qui dessine des images de nous chaque jour. C'était mon histoire. Merci d'avoir écouté. Si cette histoire est restée avec vous, j'aimerais entendre la vôtre. Commentez ci-dessous. Avez-vous déjà dû vous éloigner de votre famille pour trouver la paix? Ou est-ce que quelqu'un vous a aimé depuis le dernier rang sans que vous le sachiez? Appuyez sur s'abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, et vérifiez la description pour plus d'histoires comme celle-ci. Joyeux Noël où que vous soyez, quel que soit le moment où vous regardez.